Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. J'espère que vous n'allez pas voir cette vidéo le soir parce que ça voudrait dire que vous n'êtes pas invité à une soirée et que vous avez une vie très difficile et je ne le conçois pas. Donc, nous sommes le 31 décembre, mais comme j'aime être transparent, eh ben non, on a enregistré ça le 18 décembre, donc voilà, on va faire comme si on était le 31 décembre. Donc, et je voulais absolument faire une émission le dernier jour de cette année, mais aussi une émission dans laquelle on expliquerait un petit peu quel est l'état un peu de ce cinéma, du cinéma aujourd'hui, avec tout ce que l'on subit, parler aussi un petit peu du cinéma français, donc d'un point de vue économique, mais peut-être aussi un peu sociologique, et aussi bien sûr parler de quelques films comme ça qui resteront associés à 2001, et qui veut dire qu'ils sont tellement importants et fondamentaux qui ont des résonances aussi avec d'autres années à venir. Et donc j'avais très envie de discuter avec une revue que je suis depuis très longtemps et que je lis, et dont l'un des rédacteurs était venu déjà parler de cette revue qui s'appelle Les Fiches du Cinéma. C'était Thomas Fouet qui était venu. D'ailleurs je salue l'équipe de Cinématrack pour lequel Thomas avait été cofondateur de ce site. Et donc j'ai pensé aux Fiches du Cinéma, et donc sont là aujourd'hui, et vraiment merci beaucoup, Nicolas Marcadet qui est le rédacteur en chef du site et qui est l'auteur d'un texte très important sur le bilan de cette année. Dans le descriptif, vous avez un lien qui renvoie directement à cet article. Je vous invite à le lire, mais on va certainement rebondir sur l'article pendant l'émission. Gaël Rère, qui est rédacteur, et Thomas Fouet, que vous connaissez, qui est aussi rédacteur. Donc, 3 critiques de cinéma. Et je suis très content. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien, Samir, et on te remercie vivement pour cette invitation qui va nous permettre donc d'essayer de débriefer cette année avec toi et de nous y retrouver un peu mieux, parce que ça a été une année particulière, comme tu le sais. Alors, ça a été une année particulière. Déjà, à la base, c'est une année qui n'a pas commencé le 1er janvier. J'entends par là, cinématographiquement parlant. Donc, ça a commencé, si je me trompe pas, au mois de mai, c'est ça ? Mai, oui, je me suis rendu compte cette année, j'ai envoyé un mail à nos rédactrices et à nos rédacteurs pour les inviter à me communiquer leur top 10 de l'année pour le partager à l'occasion des fêtes. Et puis je me suis rendu compte que j'avais fait la coquille, que je leur demandais de m'adresser leur liste de films sortis en salle à partir du 1er janvier 2021. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà oublié ça, que le cinéma avait fait son travail de sape sur ma mémoire plus ou moins récente, et que j'avais complètement oublié que pendant 5 mois, on n'avait pas eu de cinéma. Enfin, pas de cinéma en salle en tout cas, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire quand même ? C'est absolument incroyable de dire ça. On n'a pas eu de cinéma pendant 5 mois. Oui, mais d'une certaine façon, voilà, on en vient à... Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui m'est propre, mais je pense que j'en suis venu à l'oublier, c'est-à-dire que c'est vraiment la force de l'habitude, quoi. Mais effectivement, c'est inenvisageable. Inenvisageable. Alors, juste une chose, je ne distribue pas l'euro. Enfin, je ne suis pas là pour dire qui doit parler. Vous êtes à la maison, oui. Prenez la parole comme vous l'entendez, il n'y a aucun souci. Juste une petite chose, une première question, et ensuite, ensuite je vous laisserai digresser comme vous l'entendrez. J'avais cette impression au début de cette année et jusqu'au mois de mai de vivre dans un pays où il n'y a pas d'industrie du cinéma. Et moi qui ai vécu pendant 4 ans en Algérie, donc Thomas le sait, dans un pays où il n'y a pas d'industrie du cinéma, c'est-à-dire au sens même où il n'y a pas de politique de distribution, de politique de production, politique de tout ce que vous voulez, il n'y a pas de politique. Et donc ça veut dire que il y avait peut-être 1 voire 2 films qui étaient produits, créés, réalisés sur l'année, et très peu de films qui étaient distribués dans les salles de cinéma. Il n'y avait même pas de tickets, il n'y avait pas grand-chose. Et là, et les 4-5 premiers mois de cette année, j'avais cette... Enfin, je m'étais toujours dit, qu'est-ce que ça pourrait être la France si un jour il n'y avait pas cela, s'il n'y avait pas d'industrie. Si par exemple, du jour au lendemain, il n'y a plus de CNC, enfin, il n'y a pas d'industrie. Et les 5 premiers mois, j'ai vécu un peu ça. J'avais cette sensation-là. Et comme je l'avais un peu vécu pendant 4 ans, non pas que j'étais pas attristé, c'est juste ça devient c'est toujours déroutant. Mais je voulais savoir, vous, qui peut-être ne l'avez pas vécu ce genre de situation, comment on vit ça ? Je pense que vous êtes critique de cinéma, donc que vous le vouliez ou non, il y a quand même un rapport assez fort avec l'image, et vous en avez besoin aussi, ne serait-ce que pour un peu les clichés qu'on dit souvent, regarder le monde, ou des choses comme ça. Mais de pas faire cet acte social d'aller au cinéma et de voir des images du monde, comment vous l'aviez ressenti les 5 premiers mois ?
Allez, Nicolas, parce que c'est le patron de fiches. Euh... On l'a ressenti. Alors, c'est plus que 5 mois, parce qu'on sortait déjà en plus Oui, de c'est 2 vrai. mois sur la fin de l'année 2020 où il n'y en avait pas eu. On l'avait vécu comme justement comme une expérience en même temps quand même. On savait par rapport à un pays où il n'y a réellement pas d'industrie, on le vivait quand même comme quelque chose de transitoire et comme quelque chose qui était aussi intéressant à vivre, qui était aussi un moment d'arrêt, un moment où on peut se poser la question de où en est le cinéma, de comment c'était avant, de ce qui nous manque, de ce qui nous manque pas. Donc voilà, moi, c'était à la fois très frustrant et très intéressant quand même d'avoir un arrêt du flux qui a repris après de manière décuplée. Je trouve que c'était quand même c'était quand même curieux d'avoir cette rupture là-dedans, pour voir où on en est. Il y avait aussi cette idée, je me permets de rebondir sur ce que tu dis Nicolas, et ça a été le sens de l'ouvrage sur lequel on a travaillé, Chronique du cinéma confiné. Il y avait cette idée selon laquelle pendant ce temps d'arrêt qui a été imposé à l'industrie, mais aussi plus largement aux spectateurs, et il y avait cette idée selon laquelle voilà, ça allait être l'occasion de remettre les choses à plat, comme tu le disais, de voir un peu où en était le cinéma et où on en était nous, spectateurs ou critiques. C'est pas une question d'amateur professionnel, et de préciser un petit peu où on en était de notre rapport au cinéma, et avec cette idée que peut-être après, à la faveur de ce temps de retrait ou de réflexion ou d'expérience, comme tu le nommes toi-même, les choses allaient peut-être pouvoir changer, qu'on allait peut-être avoir une autre façon d'envisager les films, de les produire, de les diffuser. On allait peut-être remettre un peu de sens commun ou de raison dans l'industrie du cinéma. Et puis on a constaté bien évidemment à la sortie de cette expérience qu'il n'en était rien et qu'on était retombé dans les mêmes travers et que c'était même pire que tout, quoi. Enfin, voilà, on parle régulièrement de la façon dont les films sont distribués. Début décembre, on s'est retrouvé avec 20 ou 25 films par semaine, ce qui était une sorte de tir au pigeon pour les films. On a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée de ce temps d'expérience. Voilà, je me permettais de façon un peu abrupte d'embrayer là-dessus, mais c'est quand même des questions qu'on se pose régulièrement en réunion de rédaction et qui nous inquiètent. Ouais, enfin, je rebondis à mon tour sur ce que disait Nicolas. C'est vrai que, alors, c'est évidemment cet arrêt, cette fermeture des salles, etc. C'est évidemment tragique. T'imagines, pour les gens qui ont un film à budget moyen ou voire petit, qui ont bossé pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui attendent, et oh là là là, mon film ne sortira pas, donc il sortira au calendrier grec et dans des conditions foireuses et tout, parce qu'on sait qu'ils font des calculs d'apothicaires pour savoir à quel moment idéal sortir un film, etc. Donc tout ça, je veux dire, il ne s'agit pas d'évacuer la difficulté, voire la souffrance des artistes, des distributeurs, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté, si tu veux, quand tu voyais une affiche pour un film, une comédie un peu dont on n'attend pas grand-chose, ou un film américain pareil, sorti le machin, et tu vois cette affiche, tu dis non. En fait, non. C'est-à-dire que il y a un truc, il y a un arrêt, il y a un stop. C'est-à-dire que tu te dis, Hollywood, qui peut arrêter Hollywood, tu vois ? Qui peut stopper le capitalisme ? Enfin, fantasmatiquement, évidemment, ça n'arrête rien véritablement, mais tout d'un coup, non, James Bond, tu ne sortiras pas. Il y avait quelque chose d'émouvant là-dedans. Le fait que Cannes, ça fait foirer le festival de Cannes. Ça fait foirer tout un dispositif. Alors évidemment, finalement c'est anecdotique. C'est pas, genre, la matrice n'a pas été hackée sous prétexte qu'il y a eu fermeture des salles, mais symboliquement, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez satisfaisant dans le voir que le flux se stoppe. Oui, mais le flux, si je peux me permettre d'intervenir, le flux, il s'est pas du tout interrompu. Il a trouvé un autre canal de diffusion, c'est-à-dire que on en a parlé assez souvent. Bertrand Bonello, il y a 1 an ou plus, sur une émission de radio, je ne sais plus si c'était sur France Culture ou France Inter, avait dit que, à la faveur du confinement, certaines mutations qui auraient dû prendre 5 ou 10 ans à s'accomplir s'étaient accomplies en l'espace de 6 mois ou d'1 an. Et donc, c'est la question des plateformes
de streaming et le capitalisme s'est très naturellement et presque immédiatement reversé sur les plateformes de streaming et Hollywood et ses subsides et les comédies françaises abominables qu'on va avoir dans les 6 mois qui viennent parce qu'on en a beaucoup. On les a passées en revue avec Nicolas et Mickaël, le rédacteur en chef adjoint des fiches du cinéma hier. Enfin bon, c'est affolant ce qui va sortir dans les 6 mois qui viennent. Mais tout ça, ça s'est survécu à soi-même et ça a simplement trouvé d'autres canaux de diffusion qui ont été, je dirais pas fatales à la salle, mais dommageables à la salle. C'est la salle qui ressort perdante de ça, c'est pas le capitalisme. Absolument. Non, mais il s'agit, encore une fois, c'est un fantasme, c'est pas une réalité. Oui, bien Quand sûr. je dis ça stoppe le flux, ça stoppe Hollywood, ça stoppe que dans l'imaginaire, c'est frappant en tout cas. Je vois ce que tu veux dire. Dans l'imaginaire, si tu veux voir il y a un côté, si tu veux, dans Fight Club, à un moment, il dit dépecer une carcasse de cerf sur une autoroute à 3 voies, etc. En fait, tout d'un coup, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus rien, rien ne marche. Il y a une espèce de jouissance, évidemment. On va pas que ça se passe en vrai, enfin pas tout de suite, mais il y a une espèce de jouissance de voir que la machine, même si c'est en marge, même si c'est de façon superficielle, est stoppée à un moment donné. Et quelque chose ça n'arrive jamais. C'est peut-être avec toi qu'on en parlait, c'était quelques semaines ou quelques mois, mais ces films dans lesquels, dont les récits mettent en scène des personnages qui, à un moment donné, dans des situations de crise, de révolution, ont l'occasion de tout couper, quoi. De couper le courant, de couper l'électricité. Voilà, on coupe tout, on repart à zéro. La civilisation, ça fonctionne pas comme ça. Il faut remettre les compteurs à zéro. Il faut repartir d'une sorte de base neuve. Enfin bon, c'est un truc qui relève du fantasme, de la fiction. Mais je comprends ce que ça frappe dans l'imaginaire, ouais. Mais alors le truc, c'est qu'il y a eu, tu sais, c'est pareil, ces films où tu sais des bottle épisodes comme ils appellent ça dans les séries. On est coincé dans l'ascenseur. Tout l'épisode, ça va être dans l'ascenseur, et puis on se raconte nos vies, et puis on connecte avec des étrangers qu'on a jamais vus, etc. Et à la fin, on est déçu quand ils sortent de l'ascenseur, quand tout d'un coup la vie un peu emmerdante reprend et que le côté authentique et tout. Ça m'a fait un peu ça avec Chronique du cinéma confiné, si tu veux. On sent qu'on est privé de quelque chose quand on est coincé de l'ascenseur, et puis quand on sort de l'ascenseur, on sent que là aussi on est privé de quelque chose d'autre. Ah oui, c'est-à-dire que ça a été l'occasion à double coup. Ouais. Sur tout ce qu'il y a dans le Chronique du cinéma confiné, tous ces entretiens, ces réflexions, etc., tu te dis, mais quel dommage que ça s'arrête, qu'il n'y ait plus cette parenthèse où tout d'un coup on met tout à plat. Et que de toute évidence, ça ne soit pas voué à trouver des applications dans le réel, que ça reste à l'état de songe, de rêve, ou qu'on n'ait pas l'occasion, ça vaut pour le cinéma, ça vaut pour la politique d'une manière générale, mais qu'on n'ait pas l'occasion d'avoir davantage de temps, évidemment pas dans des conditions de crise sanitaire comme on les a connues, mais qu'on n'ait pas l'occasion, qu'on ne prenne pas le temps en tout cas, de réfléchir posément à un certain nombre de choses de notre vie quotidienne, le cinéma, la politique, ce que vous voulez, pour voir s'il n'y aurait pas moyen ou s'il ne serait pas préférable de les remettre à plat. Ouais. On peut rêver de temps comme ça. Ouais. Alors juste, je rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas, mais le Chronique du cinéma confiné était un livre que vous aviez publié, si je ne me trompe pas, en septembre 2020. Est-ce que je suis dans le vrai? Juillet, novembre 2020. Et en fait, novembre, je mettrai un lien d'ailleurs dans le descriptif. Et en fait, c'était un livre dans lequel il y avait des propos, des propos de professionnels du milieu cinématographique, que ce soit des réalisateurs, des attachés de presse, etc., qui donc répondaient à des questions autour du premier confinement que nous avions vécu début 2020. Voilà, donc c'est un livre important. On en avait parlé avec Thomas quand tu étais venu chez Microciné, et donc j'invite celles et ceux à le lire. Mais c'est marrant parce que vous parliez de voitures, de système économique, etc. Mais c'est vrai qu'à partir de mai, et là surtout en septembre, ce que nous vivons, voire même début décembre, il y a à peu près 20 à 25 films qui sortent par semaine. C'est juste impossible. Je veux dire, c'est pas possible. Personne peut regarder ça. Personne. Et effectivement, je pense que nous, en tout cas, qui essayons de voir un peu la diversité du cinéma et essayons aussi de défendre un peu cette diversité du cinéma. Et là, je pose la question aux critiques de cinéma. À un moment, on se retrouve un peu démunis, même si on est devant un film extraordinaire, mais on voit un peu combien de copies de distribution à ce film, parfois 2, 3, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Ouais, mais c'est précisément sur ces films-là qui ont entre 1 à 10 copies sur le territoire national et qui, pour certains, vont uniquement être diffusés sur Paris ou en région parisienne et qui vont mettre des mois à voyager en région après. C'est précisément sur ces films-là qu'on peut avoir encore
un tout petit intérêt, une toute petite marge de manœuvre. C'est pas nous qui allons dire aux gens allez voir ou n'allez pas voir Spider-Man, quoi. De toute façon, ils ont décidé massivement d'aller le voir. Et quand tu disais que c'était pas... le film n'a pas besoin de nous, genre, le film n'a pas besoin de la critique. Il y a des films qui n'ont pas besoin de la critique. Non seulement il n'a pas besoin de nous, mais il n'a pas envie de nous. De toute façon, je pense que c'est une part de l'industrie qui nous rejette, qui nous ignore. Et voilà. Et tu disais que c'était impossible de voir 20 ou 25 films par semaine, que personne ne pouvait voir 20 ou 25 films par semaine. Il y a aussi de plus en plus de gens, je pense, qui n'ont plus nécessairement envie de voir plusieurs films par semaine et que c'est quelque chose qui a accéléré, encore une fois, le confinement. Je pense que le rapport à la salle d'un certain nombre de gens a changé de ce point de vue-là. J'ai l'impression que régulièrement j'entends ça autour de moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas et Gaël, on a peut-être eu l'occasion déjà d'en parler, mais régulièrement j'entends autour de moi des gens dire moi je vais plus au cinéma parce que j'ai pas envie d'être plongé dans une foule d'étrangers, ou j'ai l'impression qu'il y a un rapport à l'expérience collective au cinéma envisagé en tant que dispositif et en tant qu'expérience collective qui se perd un petit peu chez un certain public, et c'est ça qui m'alerte. Et effectivement à 20 ou 25 films par semaine c'est d'autant plus inquiétant. Mais je sais pas, c'est peut-être juste mon entourage. Justement, c'est tout à fait de nature à décourager l'envie d'y retourner. C'est-à-dire que déjà, effectivement, il y a peut-être des réflexes différents qui sont pris, mais face à un truc qui est une marée de films dans lequel on ne se retrouve pas, dans lequel effectivement la critique peut avoir un rôle à jouer, mais le problème c'est que maintenant, sur ce nombre de films-là, il peut y avoir des films qui du coup sont sur le même créneau, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir dans une semaine, il pouvait y avoir un film qui est le film défendu par la critique. Aujourd'hui, même ça, le film difficile mais qui vaut le coup et qui est défendu par la critique, s'il y en a 2 ou 3 par semaine, on peut pas, on sert plus à rien non plus. C'est-à-dire qu'on peut signaler ça, mais il y en a, ils vont forcément se cannibaliser à un moment ou à un autre. Auprès des spectateurs et en termes de distribution aussi. Moi, j'avais eu, je crois que tu avais évoqué dans une de tes émissions précédentes La jeune fille et l'araignée, qui est un film que j'aime beaucoup. Et on en avait parlé avec Gilles, son attaché de presse. Je crois que je trahis pas un secret en disant que la sortie a été très difficile sur un nombre d'écrans très restreint, parce qu'il y avait une telle concurrence cette même semaine sur les films dits d'arrêt d'essai ou d'auteur à petit dispositif, que ça a quasiment été fatal au film de ce point de vue-là. Hein. Mais ça n'avait pas été Régis, là, quand on savait que les salles de cinéma allaient réouvrir. Il n'y avait pas eu une espèce de condition qui disait qu'il fallait faire attention, qu'il fallait mettre un peu plus en avant pardon, je vais dire ce mot-là, mais c'est plus pour aller vite, en fait. Les petits films, entre parenthèses, c'est qui ont très peu de copies de distribution et qu'il fallait forcément privilégier ça. Est-ce que ça n'avait pas été entendu entre les distributeurs, ou parce que je me souviens très bien que les premières semaines, on voyait déjà des films qui étaient déjà sortis, qui avaient été sortis il y a quelques mois de cela et je pense par exemple, il n'y est pour rien Dupontel, mais je pense par exemple à Dieu les cons qui a fait une ressortie et sur cette chaîne en fait, il faut savoir, c'est que j'essaie de parler de l'actualité, mais je me concentre uniquement vers les films qui ont très très peu de chances d'être distribués pleinement. Donc, et en même temps, je trouve, et quand je parle par exemple de Petites danseuses ou de Fragile, de ces films-là, bah, très souvent les gens m'envoient des commentaires pour me dire elle est bien la vidéo, la personne elle est sympa, mais le film ne passe pas chez moi. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Et il faut continuer, j'imagine, parce qu'à un moment ou à un autre, le film sera disponible. Mais là où je veux en venir, c'est que il devait y avoir, je crois, quelque chose qui était une espèce d'accord comme ça entre les distributeurs. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été suivi. C'était vraiment une autre... Moi, j'utilise souvent cet exemple-là, mais un cinéma à côté de la gare Saint-Lazare, je vais aller voir Annette, il n'y avait personne dans la salle de cinéma. Personne. Et c'est très inquiétant, effectivement. Pour quelle raison, j'en sais rien. C'est un problème de distribution aussi, de concertation entre les gens du cinéma. On peut toujours cibler les spectateurs, effectivement.
Mais je pense par ailleurs que le monde de la culture et du cinéma en particulier a très mal réagi. C'était des déclarations d'intention. Tu sais, on a dit qu'on allait remettre massivement des moyens dans l'hôpital public, et puis voilà, on est au bord d'une sorte de sortie de crise où on essaie de voir le bout du tunnel, et puis on se rend compte que ce sera au mieux très modérément le cas. Je crois qu'il y a des gens qui sont un peu gargarisés de bonnes intentions, et puis une fois que ça a rouvert, c'était chacun pour soi. Je pense que c'était malheureusement prévisible. Donc l'industrie du cinéma a une part de responsabilité énorme là-dedans, je pense. Et maintenant, est-ce qu'il y a eu beaucoup de spectateurs qui sont allés au cinéma? Malgré ces 5 premiers mois où il n'y avait rien, est-ce qu'il y a eu beaucoup de spectateurs qui sont quand même allés au cinéma? Pour tout film confondu, ça reprend, c'est pas... J'ai l'impression que les 3-4 premiers mois, ça a été très compliqué. Là, ça reprend, mais à la faveur de certaines sorties. Spider-Man fait un démarrage historique. Voilà, une première journée à 500 000 ou 600 000 spectateurs. Mais ce que je vois aussi, on en discutait aussi hier avec Nicolas et Michael, c'est qu'en 4e semaine, Les Bodins en Thaïlande fait quasiment le même chiffre que West Side Story en première semaine. Donc, oui, les gens commencent à retourner en salle, mais pour aller voir quoi? Pour les bonnes raisons. Ouais. Et est-ce que c'est légitime de se la poser cette question? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons, sans paraître élitiste? Oui. Oui, c'est légitime de se la poser. C'est-à-dire que c'est quand même... ça, c'est un problème qui date d'avant le confinement et qui s'accélère. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, il y a quand même une séparation entre le cinéma d'auteur et le public qui est de plus en plus nette, quoi. Il y a une espèce c'est-à-dire que cette logique du flux, qui est la logique des plateformes, s'est répercutée et déjà dans le cinéma. C'est-à-dire que le box-office, on voit que c'est une succession de suites, de formules déjà éprouvées qui fonctionnent qui jouent sur des réflexes mécaniques des spectateurs, quand même, d'aller voir ce qu'ils connaissent déjà, voilà. Et il y a une difficulté à sortir de ça, à faire émerger des choses, à réconcilier le cinéma d'auteur ou le cinéma plus difficile avec le public qui se confirme de plus en plus, quoi. Donc, ouais, moi comment dire, je pense que c'est un peu on est dans l'illustration de ce qu'avait quand même beaucoup, ce sur quoi avait alerté Pascal Ferrand il y a quelques années sur l'histoire du cinéma du milieu. C'est ça qui se voit aujourd'hui. C'est cette espèce de creuset, de fracture qu'il y a entre un cinéma de pur divertissement et un cinéma complètement réservé à une niche de spectateurs, et que les films qui faisaient un petit peu la passerelle entre les deux, qui permettaient qu'il y ait une circulation entre les différents types de cinéma, ce cinéma-là existe quasiment plus. Les films qui ont un intérêt pour le public cinéphile arrivent dans des portions du box-office qui sont extrêmement basses. Donc il n'y a plus il a plus tellement de communication entre le public cinéphile et le grand public. Et au sein même du blockbuster, moi j'ai l'impression qu'il y a des scissions. J'ai l'impression. J'ai pas de données chiffrées là-dessus, mais le fait que le Spielberg, qui pour moi est un film absolument magnifique, mais le fait que le Spielberg pourtant me semblait constituer une sorte de promesse un peu folle de cinéma, de produit d'appel terrible, enfin bon. Le fait que le Spielberg se plante à ce point, pour moi, c'est le signe, mais peut-être que je me trompe,
qu'il y a un public qui va voir uniquement les Marvel, par exemple. C'est une sorte de public captif, d'audience captive. Ce serait comme les membres d'un culte. C'est-à-dire que ce serait comme un public qui aurait fait sécession au sein même du cinéma de divertissement. C'est-à-dire Spielberg, alors ils iront sans doute voir Avatar 2, ou bon, je sais pas, mais Spielberg, West Side Story, non, on n'y va pas, non. Mais Spider-Man, oui, parce que ça nous rappelle que il y a eu Captain Machin juste avant et qu'il y aura Super Truc l'an prochain et qu'on veut pas rater un épisode. Et ça, je trouve ça encore plus inquiétant. Alors, c'est une chaîne YouTube, Microciné, donc depuis quelques mois, je vois un peu ce qui se passe sur YouTube, la communauté YouTube du cinéma. Ce serait ridicule de ne pas voir ce qui se passe. Et effectivement, tu as entièrement raison, Thomas. On prend exemple sur Spider-Man, le jour de la sortie du film, comme je suis abonné à beaucoup de chaînes YouTube pour voir un peu ce qui s'en dégage, et puis parfois tu as certaines chaînes YouTube qui sont très très intéressantes, mais elles sont extrêmement minoritaires. Mais la majorité parlait du Spider-Man. Et ça veut dire que à un moment tu te dis mais il y a une uniformisation, pas de la pensée, il y a une uniformisation du regard. Et je me dis mais ça devient un peu compliqué. Et je sais que sur Microciné, et encore une fois de plus, je ne veux pas, j'ose pas me comparer aux fiches, hein, bien évidemment, mais je sais que quand par exemple je parle de Memoria d'Apichatpang Wasatakul, il y a quand même des gens qui se disent tiens, pourquoi il fait ça? Alors on va aller voir. Et c'est intéressant. Quand finalement, il y en a très peu, il y a peut-être, on va dire, pardonnez-moi de donner des chiffres, c'est horrible, mais il y a peut-être 300-350 personnes qui vont voir la vidéo. Comparé, si j'avais fait Spider-Man, j'aurais eu, je crois, je sais pas moi, 10 000 personnes qui auraient vu la vidéo. Ou alors dans laquelle j'aurais peut-être même pas parlé du film, j'aurais simplement dit des théories. Et ce que je veux dire, c'est que, et vous êtes dans le syndicat de la critique, donc vous savez qu'il y a des nouvelles pratiques de la critique. Moi, je pense que sur YouTube, c'est pas forcément de la critique, c'est autre chose. Mais bon, ça, c'est un autre sujet de conversation. Mais ce que je veux dire, c'est que il peut se dégager quelque chose de YouTube. Il peut y avoir une forme de pensée. Ça peut être intéressant de voir ça. Mais en fait, on s'aperçoit que tous les films ne sont pas, non, enfin, les films ne naissent pas égaux, et donc on s'aperçoit qu'il y a un certain type de film qui revient souvent, et c'est extrêmement dommage parce qu'il y en a d'autres parce que YouTube peut être un vecteur d'une espèce de moteur qui peut transmettre quand même, qui peut passer comme ça des films qui sont pas forcément évidents, et ça me désole de plus en plus. Donc je suis d'accord avec toi, Thomas, effectivement il y a quelque chose de l'ordre de l'uniformisation qui peut être assez inquiétant, je pense. Donc, il y a un truc qui est absolument tragique, mais qui n'est pas, qui date pas de cette année. Alors effectivement, il y a un flux tellement hyperbolique de films. Enfin, je sais plus, on est en moyenne à peu près 700 films par an, un truc comme ça. Bon, en gros, le public normal, c'est-à-dire les gens dont c'est pas le métier ou la passion dévorante, ou etc., sont exposés, je sais pas, peut-être à 5% de la production, 10% maximum. Il y a, à mon avis, 90% de la production cinématographique qui sort en salle. Les gens ne sont même pas au courant que ça existe. N'entendent pas le titre, ne voient pas d'affiche, ne voient pas de bande-annonce. On sait pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que et il y a, parmi ces films, la première chose qui est embêtante, et très embêtante, c'est que parmi ces films, il y a des grands films. Il y a des très beaux films qui feront 2000 entrées, voire 400 entrées pour ne pas... Enfin bon, je pense à un film en particulier, et qui resteront inconnus. C'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on va les retrouver. Moi, il y a par exemple 2 films que j'ai vus ces dernières années, que j'ai adorés, Les Versets de l'oubli d'Alireza Khatami, et La Tribu des fourmis, premier film chinois dont malheureusement j'oublie le nom du réalisateur. Ces films-là sont quasi introuvables. La Tribu des fourmis, j'ai réussi à trouver un DVD sur le site du distributeur. Les Versets de l'oubli, oui, si, il est sur Universiné. Bah, c'est le seul truc. Ce film, il y a des chefs-d'œuvre qui resteront absolument boudés, même pas boudés, ignorés. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que le grand public qui a envie de voir Avatar 2 et le dernier Marvel
dans ce grand public, il y en a beaucoup qui pourraient aimer Soul Kids, excellent documentaire sur une école de musique à Memphis, qui a fait malheureusement très très peu d'entrées. Il y en a beaucoup qui pourraient beaucoup aimer Gagarine, un des plus beaux films de l'année à mon sens, ou À l'abordage de Guillaume Braque. Il y a plein de gens, il y a des millions de gens qui aimeraient À l'abordage de Guillaume Braque. Le problème, c'est qu'on est tellement tabassé de James Bond et de Spider-Man, mais on n'a pas l'espace mental, enfin que les gens ils peuvent pas non plus se passionner pour tout. Donc comme l'argent allant à l'argent, comme le budget promo du dernier Marvel, ça doit être 1000 fois le budget moyen intégral d'un film français, effectivement, le petit, enfin ouais. J'avais lu il y a quelques temps dans un bouquin sur la critique que, enfin en tout cas au début des années 2000, sur disons 100 personnes qui sortent d'un multiplex, il y en a 7 qui sont allés voir le film à la suite de la lecture d'une critique. Donc 7% des gens globalement qui vont au cinéma vont voir un film parce que un critique ou un journal leur a conseillé. Mais ce 7%, cette proportion augmente à mesure que le budget décroît. C'est-à-dire que le Veracetacool ou le Soul Kids ou Gagarine ou le dernier Sharunas Bartas, ça sera pas 7%, ça sera probablement beaucoup plus. C'est-à-dire qu'effectivement, le petit impact qu'on peut avoir, ça se trouve, les fiches du cinéma ou Microciné ou les cahiers ou que sais-je, ça fera peut-être peut-être le peu qu'ils feront, ils le feront en partie grâce aux critiques. Alors c'est pas grand chose, mais c'est la petite le micro impact qu'on peut avoir. Parlons maintenant des films, parce qu'il y a quand même des films qui ont fait l'année et qui ont plu. Et j'aurais voulu... Alors, pour parler des films, on va commencer par le cinéma français. Je pense que le cinéma français, il y a toujours cette question qu'on pose de manière assez clinique tous les ans, et la réponse est toujours oui, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc aujourd'hui, est-ce que le cinéma français se porte bien? Est-ce que la réponse serait toujours oui, vous inquiétez pas, tout va bien? Je ne parle pas de qualitativement, je parle de niveau de l'économie, bien évidemment. Selon vous? Au niveau de l'économie, aucune idée. En vrai, c'est-à-dire que je sais pas. Je pense que oui, ça continue à tourner. On en produit beaucoup. Bref, sans doute, il y a des raisons de se réjouir et de dire. Et de dire tout va bien. Nous, après, nous, on voit les films. Donc, le rôle, c'est plutôt de dire que tout va pas bien. Que les films sont pas assez bons, qu'il n'y a pas suffisamment de diversité, de renouvellement. Enfin, voilà, les choses dont on peut se plaindre, c'est qu'il n'y ait pas un encouragement à développer de nouveaux langages, à faire émerger de nouveaux auteurs, et que le cinéma français, et pas que lui d'ailleurs, mais est dans un espèce de... Enfin, moi je trouve quand même beaucoup dans une espèce de ronron, pas très stimulant, pas très vivant. Moi, je trouve que quand même globalement, le problème du cinéma actuellement et globalement et au-delà de l'économie pure, de savoir si les films se font et s'ils font des entrées, c'est qu'il y ait une circulation dans le cinéma, c'est qu'il y ait une circulation d'énergie, qu'il y ait une circulation entre... voilà, qu'il y ait un renouvellement et qu'il y ait un dialogue avec le public. Et les deux me paraissent coupés. Que le cinéma est un peu... les films sont un peu en circuit fermé. Et donc c'est ça que je trouve moins inquiétant actuellement dans le cinéma. Voilà, le cinéma français en lui-même, oui, je sais pas, moi globalement je trouve qu'il n'a pas fait des merveilles cette année, enfin, avec des exceptions brillantes, hein,
avec notamment Onoda, qui est un truc qui sort de nulle part. On se demande comment c'est possible. On se demande comment il est possible que un gars fasse son deuxième film au Japon, en japonais, un film qui dure 2h30, qu'il ait cette liberté de création-là et qui sache aussi bien s'en servir. Voilà, il peut émerger des choses, mais au milieu d'un flot de choses très très moyennes, quoi. Moi, je trouve ce qui est dangereux, c'est l'augmentation d'un cinéma moyen. Mais par rapport quand tu as commencé aux fiches, à être rédacteur en chef des fiches du cinéma, je sais plus en quelle année c'était. Est-ce que tu sens, il y a longtemps. Ouais. Est-ce que tu sens une augmentation du moyen, ou est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? Oui, moi je sens quand même une augmentation. Si tu veux, quand je suis arrivé aux fiches, je suis arrivé en 99. Et c'était quand même, là on était dans la fin d'une période extrêmement vivante quand même du cinéma. Je trouve que ce qui a été toutes les années 90. Ah oui, le cinéma français, oui, les années 90 c'était pas mal. Alors le cinéma français, il y avait une nouvelle vague du cinéma français, il y avait des pays émergents, tout le cinéma asiatique. Il y avait toute la tendance Tarantino, etc. Il y avait Haneke, il y avait quand même des types de cinéma extrêmement différents qui apparaissaient. Et donc, ça a continué quand même sur le début des années 2000. Après, pour être honnête, moi j'ai commencé à ronchonner sur le fait qu'on s'ennuyait assez vite. Mais après, c'est avec des degrés divers. Mais il y a eu un truc qui a commencé à se verrouiller. Alors si on parle de cinéma français, je sais effectivement que j'avais rencontré Bonello sur ce thème-là en genre 2006 quand même, sur l'idée. L'idée c'était ce qu'on retient de l'année, parce que c'était les entretiens qu'on faisait dans le cadre de l'annuel du cinéma. C'était le fait de l'année, c'est qu'on s'est beaucoup ennuyé et que et on rencontrait Bonello pour dire ce qui nous manque, c'est des films, ce que vous faites, c'est-à-dire des films où on ne sait pas où ça va. Et que là, on voit que des films où on a un peu l'impression de savoir dans quoi on met les pieds, puis on sait exactement où on va et on y va. Et on manque un peu de ça. C'était dans le moment où il était entre Tirésia et De la Guerre, et où il n'arrivait pas à monter des films. Et quand on dit ça, il m'a dit, bah ouais, c'est marrant, je viens de me faire jeter d'une commission exactement pour ce motif-là. Le motif, on ne sait pas où il va. Et donc on a pu observer ça, quoi, cette espèce de truc qui s'est fermé au niveau de la production des films, l'installation d'une culture du scénario et d'une pression pour que les projets soient très identifiables, très clairs sur ce qu'ils avaient à dire, quel était le message, ce que ça avait raconté, et avec aucune place pour ce que va apporter la fabrication du film, la mise en scène, etc. Tout devait être posé dans le scénario, dans le projet écrit. Et donc, voilà, cette pression-là, elle a des conséquences sur ce qui est produit maintenant. C'est-à-dire sur des films qui sont extrêmement bordés,
Et qui sont très sécurisés, mais ça implique, ça implique un nivellement par le moyen, quoi. Ça garantit presque autant que le film ne sera pas un épouvantable nanar, et que ça sera pas un chef-d'œuvre aussi. C'est une forme de. Et je pense encore une fois qu'il se produit la même chose dans le monde du blockbuster. Hein. Mais ça sécurise qui ? C'est un grand nivellement par le milieu, quoi. Mais... C'est ni très bien ni très mauvais. C'est un peu entre les deux. Et quand on est, comme nous, critiques de cinéma et qu'on voit énormément de films chaque année, on finit par déborder de films moyens, quoi. C'est les films moyens qui nous désespèrent davantage que les films ratés, quoi. Moi, il y a des moments où je me rends bien compte que je préfère voir un film franchement raté, mais qui a tenté des trucs et qui les a copieusement loupés, plutôt que le énième truc moyen que j'ai vu la semaine d'avant, que je vais voir la semaine d'après. Et moi, j'ai l'impression que c'est ma maladie professionnelle, c'est ça, quoi. Je pense que c'est la tienne aussi, Nicolas, quoi. C'est les films moyens, quoi. Pas mal. Il peut y avoir quelque chose de vivant dans un film raté. Enfin, dans le rapport avec un film raté, on peut être en colère, mais il se passe quelque chose avec si un film est à ce point sécurisé et bordé, comme tu le disais, au point d'être vraiment verrouillé au moment de son scénario, et qu'on a quasiment la garantie qu'il va rien, qu'il n'y aura pas de valeur ajoutée, c'est un vocabulaire un peu commercial, je m'en excuse. Mais si on part du principe que ça va pas se jouer, il n'y a pas quelque chose d'incroyable qui va jouer au moment du tournage, au moment que tout a été bordé a priori, effectivement, ça garantit quasiment l'ennui, ouais. Ça forclôt la forme, ça. Ouais, puis c'est ce qui est inquiétant dans l'industrie en général, c'est-à-dire que c'est des stratégies quand même beaucoup à court terme et qu'il n'y a pas une petite place de la production. Avant, je pense, était réservé à avoir une fonction de labo un peu, c'est-à-dire on finance des films qui vont pas marcher tout de suite, mais qui permettent que s'élaborent des choses qui vont après créer les nouveaux modèles qui eux vont marcher, vont être réappropriés éventuellement par d'autres cinéastes et créer de nouvelles formes et renouveler le désir du public. Et alors que là, comme ce travail de prospective n'est pas du tout fait, il y a un truc qui est en vase clos et on attend, enfin on regarde les gens ne plus aller au cinéma sans se préparer à fournir de nouvelles raisons d'aller au cinéma. Il nous reste encore quelques minutes et juste je voulais savoir, vous, chacun de vous trois, quels seraient les films pour vous, en tout cas entre vous, qui vous ont beaucoup marqué, toute la société confondue, hein, bien évidemment, pour cette année 2021. Est-ce qu'il y aurait des films ? Ouais, il y en a 4 ou 5 qui sont un petit peu au-dessus de nous. Mais non, mais c'est déjà pas mal. Le butin est pas si maigre. C'est bien. Je pense évidemment au film de Spielberg, West Side Story, qui est une sorte pour moi de blockbuster absolu et de continuation d'une forme de méditation ou de réflexion sur ce qu'est la grande promesse états-unienne, la fidélité à la Constitution, cette promesse intenable. Je trouve que le film est très beau, très profond et en même temps très ample, opératique. Je pense que ça poursuit étonnamment un mouvement entamé avec des films comme Lincoln, Le Pont des Espions, Pentagon Papers. Donc c'est un film que j'aime énormément et je pense que je vais retourner le voir pour ne rien te cacher en salle. Je vais profiter des fêtes pour ça. Tu as parlé de Memoria de Vera Setacool. Moi, je trouve ça toujours assez incroyable. Moi, j'ai un rapport très compliqué à Vera Setacool. C'est-à-dire que régulièrement, la première heure ou la première heure et demie de ces films, je suis au bord du coma. Et puis après, je me rends compte que c'est un peu sa façon de procéder. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Moi, en tant que spectateur, c'est la première partie de ces films, je l'envisage quasiment comme une forme de sédation, quoi. Avant l'opération, avant le moment où il va vraiment se passer quelque chose, où une vision va me traverser l'esprit, ce qui a encore été le cas dans son précédent film. Donc je trouve que c'est un très grand film. Et puis j'aime énormément aussi 2 films qui pour moi sont à rapprocher. C'est le film de Nadav Lapid, et puis aussi le film de Radu Youd, qui sont 2 films que le genou d'Aed et Bad Luck Banging or Looney Porn, voilà, qui sont 2 films
qui témoignent d'une colère absolument incroyable à l'égard de leurs pays respectifs, donc Israël et la Roumanie. Et j'ai l'impression qu'en ciblant spécifiquement des questions à proprement parler israélienne et roumaine, et ben c'est des films qui accèdent à quelque chose d'universel, quoi, qui nous amène à nous interroger nous-mêmes sur ce qui se passe dans nos propres pays. On se rend compte que c'est pas forcément mieux. Et puis c'est des films dans lesquels la colère s'exprime par la forme, pas seulement par le récit. Il y a des plans dans Le Genou d'Aël où j'ai l'impression que la caméra essaie de se carapater, qu'elle essaie de fuir la situation, où les personnages, j'ai l'impression que le film est en colère contre lui-même. Et je trouve ça, donc je trouve pas le film parfait, mais je trouve ça incroyablement vivifiant, quoi. Et puis j'ajouterais la jeune fille et l'araignée, qui est un film très très différent, évidemment, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, c'est peut-être ces 4 ou 5 films là que dans un premier temps je retiendrai de l'année. 2021, ouais. Gaël? Moi, il y en a plus que 5. Hein. Moi, il y a pas mal de films qui m'ont... Pas mal. Il y a une petite dizaine qui m'a vraiment emballé. Je dirais en premier Bonne Mère de Afia Herzi, qui a été vu par il a fait 20 000 entrées, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux films de l'année, peut-être mon film préféré de l'année. Plutôt que de râler sur Bac Nord, que j'ai pas vu, dont je ne pense rien. Les mecs, plutôt que il a bien le droit de tourner ce qu'il veut, donc faites la promotion d'un vrai film. Je sais pas que l'autre c'est pas un vrai film, mais tu vois, tourner dans les quartiers nord, mais vraiment. Ça doit être génial. Ça doit être génial de faire une réunion rédactionnelle avec toi, Gaël. Ça doit être extrêmement génial. T'es vivant, c'est bien, j'aime bien. Ah oui, moi j'adore ça. Tu sais qu'il est pas au maximum de sa puissance, parce que si tu laisses se chauffer en radio ou en réunion de rédaction, mais c'est les non, attends. Alors juste Thomas te le dira. C'est pas de l'ironie. J'étais très sérieux. J'adore quand il y a des. C'est vivant. J'adore ça. Donc je suis content. Enfin, donc Bonne Mère, moi je trouve que c'est un film absolument magnifique, tourné avec des habitants des quartiers nord. C'est pas misérabiliste, il y a de la difficulté, il y a de la violence, mais elle est relativement hors champ. On a compris, il n'y a pas besoin de souligner 10 fois que c'est une cité super dangereuse, etc. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a quelque chose d'un peu... moi, des émotions que j'ai devant les beaux films du néoréalisme italien. Enfin, je trouve que c'est vraiment un film magnifique. Il y a, pour rester dans le français, Gagarine, donc c'est un jeune qui décide de réparer sa cité. On parle d'une cité, je sais plus si on nomme la ville, enfin cité HLM, etc. Et il apprend qu'elle va être démolie parce qu'elle est plus aux normes et tout. Donc il dit, moi je vais mettre aux normes. Je vais changer les ampoules, je vais réparer l'ascenseur. Puis après, on part dans quelque chose de quasi fantastique. C'est très 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 beau. J'ai adoré à l'abordage de Guillaume Braque. Bon, voilà, si on veut de la vie, si on veut un film vivant, et ben voyons à l'abordage de Guillaume Braque, c'est super. Les acteurs sont exceptionnels. C'est hyper drôle. C'est plein de tendresse. Au crépuscule de Sharonov Bartas, c'est dommage que ça soit un film de lui parce que visiblement c'est un sale type, mais le film est absolument fabuleux. Enfin, je veux dire, c'est la Lituanie occupée. Il pleut, il y a une pauvre vache famélique, tout est fait pour déprimer, et en fait, on touche quelque chose d'une puissance humaine, d'une chaleur, d'un humanisme et d'une complexité. C'est un film magnifique. Le mec est un con, mais son film est super. Et puis c'était la première fois, je crois, qu'il abordait frontalement, mais vraiment frontalement, la grande histoire, quoi. Ouais. Si je me trompe pas. C'est un film passionnant. Ouais. Puis je fais vite. Soul Kids, documentaire d'un réalisateur français sur une école de musique soul à Memphis pour les gamins qui n'ont pas de thunes, etc. Moi j'ai cru. Écoute, tu sais, quand il y a une projection avec des critiques, tu sais, c'est des mecs. C'est souvent des mecs, en l'occurrence, pas blasés, mais bon, voilà, faut les chatouiller pour qu'ils réagissent, si tu veux. Et là, tout le monde est... c'est du Otis Redding, des trucs comme ça, et des funky, gamins de 13 ans qui chantent, t'as l'impression que c'est des anges, c'est extraordinaire. Bon, c'est fabuleux, le film a fait 3 entrées, enfin non, a fait très peu d'entrées. Et puis non, j'en termine. Sound of Metal, pour terminer. Sound of Metal, très très beau film sur un batteur de métal qui perd l'ouïe, qui devient sourd, et comment tu te recomposes une identité et un avenir quand toute ta vision toi-même, toute ton identité a volé en éclats. Et c'est aussi un très beau film sur la condition sourde. C'est magnifique. Voilà. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas monopoliser.
Bah oui, moi j'ai pas vu West Side Story, donc j'ai pas eu de grand rapport amoureux complet avec des films vraiment qui m'auraient bouleversé de fond en comble, mais j'ai quand même il y a quand même pas mal de films que j'ai aimés. Je parlais de Noda. J'aime beaucoup. Je suis d'accord avec Thomas sur le Radouilloud, sur Memoria évidemment. J'ai beaucoup aimé Journal de Tuoar. Ah oui, très bon ce film. Très très bon Ouais, film. ouais. Exactement. Mais quand même pour énerver Gaël qui peut pas saquer ce film, je dirais que quand même moi je retiens beaucoup France de Bruno Dumont. Temps mort. Et ben non, je l'ai pas vu, mais j'imagine un peu ce qui va se passer. Donc, non, je l'ai pas encore vu, malheureusement, je l'ai pas encore vu. C'est-à-dire que c'est pas. Moi, je sais même pas si je pense que c'est un super film. Mais c'est vraiment, en tout cas, le film sur lequel j'ai eu le plus de plaisir à écrire, par exemple. Enfin, le plus d'intérêt. Voilà, c'est un film qui. C'est le film qui a le plus interagi avec moi, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il me posait des questions, voilà, je savais réellement pas ce que c'était. Et ça m'intéressait de comprendre. Et ça me mettait en tête des trucs qui infusent, auxquels je repense. C'est un film qui casse tous les réflexes qu'on peut avoir pour l'appréhender. On essaie de le choper par l'angle de la comédie, c'est pas exactement ça. Par l'angle du mélo, du drame, c'est pas exactement ça. Et c'est un film qui fait un truc que moi j'aime bien. J'aime bien quand le cinéma réagit à l'époque en proposant non pas un discours, une morale toute faite et prête à l'emploi, mais en proposant une image. Et ce film, pour moi, c'est avant tout ça. C'est une image, c'est montrer une espèce de représentation absolue du système qui pleure. Et je trouve que c'est une image étonnante dont j'ai pas forcément la signification, mais qui pour moi quand même résonne et me fait gamberger, me trouble. Et voilà, moi je trouve que quand le cinéma fait ça, il fait son boulot. Voilà. Dernière petite question, et ça donne envie en tout cas pour France. Et j'ai pas fait attention, j'ai pas vu, j'en suis désolé. Je sais pas si vous l'avez, non, vous l'avez pas fait encore, parce que je crois que Thomas, tu l'avais dit au début. Vous n'avez pas encore établi la liste des 10 meilleurs films de la rédaction, pas par chaque rédacteur. Je suis en train de recueillir les avis des uns et des autres. Bon courage alors. Petit message personnel à l'adresse de Gaël Rère ici présent. Voilà, il te reste 24 heures pour me les communiquer. Oui, je t'envoie ça nous procéderons au calcul. Voilà, ça fera l'objet d'une grande révélation sur les réseaux la semaine prochaine. Eh ben, j'espère. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement d'avoir d'une part accepté l'entretien. Je remercie François Barge-Prieur parce que je l'avais déjà contacté à la base et c'est lui qui a transféré tout ça. Merci beaucoup François. Et merci donc Nicolas Marcadet, Thomas Fouet et Gaël Rère d'être venus ici et d'avoir... C'était vraiment un plaisir et je voulais le faire depuis longtemps et je suis très content que vous soyez venus. Dans le descriptif, il y aura toutes les informations concernant le site, concernant l'article aussi de Nicolas, pardonnez-moi, que je vous invite à lire absolument parce que c'est génial. Et aussi le lien qui renvoie au bouquin Chronique du cinéma confiné. Ça aussi, je vous invite je me permets de préciser, je t'en prie. Oui, Thomas. Que notre annuel du cinéma 2022, qui portera donc sur les films sortis en salle en 2021, est d'ores et déjà disponible à la précommande. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous voyez derrière Nicolas qui est en direct depuis nos bureaux, vous voyez des annuels des années précédentes. Voilà. Et ben ça aussi, je vais le mettre dans le descriptif. Voilà, toute la collection derrière. Voilà, c'était les fiches du cinéma que chez Microciné, c'était vraiment pour moi
un plaisir et un honneur, d'autant plus que je connais très bien cette revue, je sais ce qu'elle représente. Donc merci beaucoup à vous trois et j'espère à très vite à l'année prochaine en tout cas. Et puis on va continuer encore de résister un petit peu, ça peut nous faire du bien aussi. On n'a pas trop le choix. Merci beaucoup à vous trois et je vous souhaite bien évidemment une très bonne année. À l'année prochaine. Toi aussi, Samir. Générique. Et toi aussi. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions. Just